Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Dans quelques instants, nous allons suivre les vœux de François Hollande aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. Le chef de l'État qui ne devrait plus tarder à faire son entrée dans cette salle de l'Élysée. Et pour commenter ses vœux avec nous, notre spécialiste économique Jean-Louis Gombault. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Oriane. Et notre spécialiste politique Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors Mickaël, après une semaine marquée par les événements que l'on connaît, François Hollande reprend une activité plus normale et ses traditionnelles cérémonies de vœux. Oui, c'est montrer un petit peu que la vie continue. Il y aura plusieurs points. Il faut cultiver cet esprit du 11 janvier. Il va certainement le répéter et c'est très important. Il l'a fait déjà en Corrèze, c'était samedi dernier. Montrer également que les problèmes n'ont pas changé, même si la vie continue. Et d'une autre façon, il va falloir aussi faire un appel à une certaine responsabilité des chefs d'entreprise. On leur se rappelle l'année dernière de cette proposition de pacte de responsabilité. Cette fois, c'est faire preuve de responsabilité par rapport aux événements. Mais surtout, garder cet esprit du 11 janvier qui va lui permettre aussi également d'aller un petit peu plus loin sur les enjeux économiques et de montrer que finalement, il n'y a pas de polémique politicienne, mais qu'au contraire, tout le monde doit œuvrer dans le même sens. Jean-Louis, malgré les attentats qui ont frappé la France la semaine dernière, on le voit, l'emploi et la crise restent au cœur des préoccupations des Français. On a entendu François Hollande interpeller sur ces sujets samedi en Corrèze. Alors, les questions économiques et sociales seront le lendemain du 11 janvier, c'est-à-dire que le 11 janvier, quelque part, c'est quand même une parenthèse, mais avec plusieurs aspects qui ont des rapports avec les questions économiques et sociales. Notamment, il y a un problème sur la confiance, la sécurité. D'ores et déjà, si vous regardez le début des soldes, ça se passe mal. L'activité commerciale se passe mal. Quel est le rapport avec ce qui s'est passé en matière d'attentats il y a une quinzaine de jours? Je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, on a besoin de retrouver un certain climat de sérénité, de sécurité, de confiance, même au sein des entreprises. Beaucoup d'entreprises, par exemple, disent de plus en plus, nous sommes de plus en plus heurtés, interpellés sur des questions communautaires à l'intérieur des entreprises. Donc ça concerne quand même ce qui s'est passé le 11, ce qui s'est passé le 7. Toute cette tendance concerne quand même directement les entreprises. Ensuite, le président de la République, lors de ses vœux, avait placé ses vœux sur la question de l'offensive, du dynamisme. Il va devoir maintenant, je crois, la placer sur la question de la confiance. C'est-à-dire, reprenez confiance. Il n'y a pas une situation aussi dramatique et vous pouvez reprendre confiance, les investisseurs, vous pouvez créer des emplois. Depuis le 1er janvier est entrée une nouvelle étape. Nous avions eu le CICE qui a démarré l'année dernière et qui maintenant est non pas remplacé, mais auquel on ajoute le pacte de stabilité depuis le 1er janvier. Un certain nombre de rendez-vous importants vont avoir lieu dans les semaines et les mois qui viennent, notamment entre le patronat et les syndicats sur la question du dialogue social, qui s'est interrompu la semaine dernière sur un échec et qui doit reprendre dans les jours qui viennent. Ensuite, il y a tout le débat qui va arriver dès le mois de février sur la question des retraites, sachant que sur ce fond-là, les retraites complémentaires, ce fond-là, la situation économique se complique. Vous prenez l'année 2014, elle est vraiment moins bonne que 2013. Vous avez une conjoncture, certes, de croissance de 0,4%, la même chose qu'en 2013, mais en 2014, le chômage a augmenté, 180 000, les déficits publics ont augmenté, la dette publique a augmenté, donc les gros problèmes sont toujours là et beaucoup plus compliqués qu'ils ne l'étaient il y a encore un an. Donc le problème de M. Hollande, ça sera de dire, vous pouvez avoir confiance, nous avons mis en place des systèmes qui vont permettre une petite reprise dans un premier temps. Donc l'horizon est quelque peu dégagé. Il va falloir le démontrer. C'est ce qu'ils appellent, chez les conseillers, c'est ce qu'ils appellent le trou de souris. Ils ont vu que là, il y avait un petit espace depuis quelques mois, 2 mois à peu près, avant les fêtes, où la croissance revenait un tout petit peu. Il y avait quelques signes, notamment de l'INSEE, qui apportaient quelques bonnes nouvelles. Là, ils voient un espace, et ce qu'ils aimeraient, c'est agrandir ce trou de souris. On le voit aussi par rapport au prix du pétrole, par rapport au prix de l'euro. Bref, tout ça, ce sont des petites conjonctures, des petits points positifs que veut engranger François Hollande, et qui, évidemment, va se servir de cela auprès des chefs d'entreprise pour dire, comme vous disiez Jean-Louis, confiance, ayez confiance.
Alors, il y a un domaine dans lequel l'INSEE n'a pas apporté des bonnes nouvelles, c'est le domaine du chômage, Jean-Louis, puisque selon les prévisions de l'INSEE, le chômage continuera à augmenter au moins jusqu'à mi-2015. Oui, alors l'UNEDIC a même donné des chiffres plus précis vendredi, 105 000 chômeurs de plus en 2015. Si c'est 105 000 chômeurs de plus en 2015, c'est quand même une augmentation moins forte qu'en 2014, où on n'a pas encore les chiffres de décembre, on les aura la semaine prochaine, 180 000, peut-être 190 000 chômeurs de plus. Donc, on va pas trouver ça une bonne nouvelle, mais bon, quelque part. En tout cas, il est clair que le pacte de responsabilité qui est donc entré en vigueur au début janvier ne va pas inverser, en tout cas pour l'année 2015, cette fameuse courbe du chômage. Donc, Effectivement, même en 2015, François Hollande ne pourra pas tenir sa promesse d'inversion de la courbe. non, enfin, si les prévisions de l'UNEDIC s'avèrent vraies, si ce que nous a dit l'INSEE, effectivement, il y a à peu près un mois, le taux de chômage va dépasser les 10%, et donc les 105 000 que prévoit l'UNEDIC vendredi, il n'y a pas d'inversion de la courbe du chômage. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans les dernières prévisions par rapport aux effets positifs qu'aura incontestablement le pacte de responsabilité, bien entendu, et d'ailleurs ça sera un aspect important, je pense, de l'intervention du président de la République, dire combien de branches ont signé, on est à 8 pour l'instant, combien de branches ont signé des accords avec les syndicats pour, en échange des baisses de charges dont elles vont bénéficier, créer des emplois. Ça, c'est une question importante. On ne connaît pas la réponse précise, même si on sait que les accords sont relativement faibles. Ceci ne permet pas d'inverser réellement la courbe du chômage. Alors, 2016-2017, 2016-2017, c'est autre chose, mais vous avez remarqué que il n'y a plus d'objectifs chiffrés. Au début, on parlait de 500 000 emplois créés grâce au CICE et au pacte de responsabilité. Aujourd'hui, on est un petit peu plus mesuré, au tel point d'ailleurs qu'on n'avance plus trop de chiffres. Donc 2015 ne s'annonce pas sous un jour tellement favorable, malgré ce qu'a rappelé tout à l'heure Mickaël, que l'INSEE nous dit on va avoir 0,3% de croissance au premier trimestre, 0,3% de croissance au deuxième trimestre. On a sur certains pour 2015 0,7% et sans doute pourra-t-on atteindre le 1% prévu par le gouvernement. S'ajoute à cela la baisse de l'euro et la baisse du prix du pétrole qui pourrait apporter 0,5-0,6% de croissance supplémentaire non prévue. On atteindrait alors pour 2015 ce fameux 1,5% qui doit aider à créer des emplois nets. Mickaël, politiquement, la non-inversion de la courbe du chômage, ça va compliquer ça la tâche de François Hollande. De toute façon, ça fait plus d'un an que maintenant François Hollande le sait. Il avait dit lui-même que cette inversion de la courbe du chômage n'y arriverait pas. Finalement, c'était un échec annoncé de ce qu'il avait promis au début de son quinquennat. Ce qui est sûr et certain, c'est que 2015, ce sera une année très difficile pour François Hollande. Il y a des élections très importantes, il y a des élections départementales, il y a des élections régionales qui visiblement ne seront pas une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire pour le Parti socialiste et pour la gauche en général. Et puis il y a sur le plan économique et social. Bref, ce sont deux fronts très compliqués pour le président de la République. Il a beau avoir récupéré des points dans les sondages après les événements de la semaine dernière. Sur l'aspect économique et social, ça sera beaucoup plus compliqué. S'il a grappillé quelques points dans les sondages, à mon avis, à partir du moment où on va rentrer dans le vif du sujet sur les questions économiques et sociales, que les Français vont se comprendre à nouveau que cette inversion de la courbe de chômage n'arrivera pas, et après les annonces que vient de nous donner Jean-Louis en termes de points, ça sera un peu plus compliqué pour François Hollande. Voilà, le président de la République qui est en train de faire son entrée dans cette salle de l'Élysée pour, je vous le rappelle, présenter ses vœux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. On écoute tout de suite en direct le chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs qui représentez les forces vives, une nation, c'est d'abord des institutions. Ces institutions ont montré leur force, leur solidité face à l'attaque terroriste qui a frappé notre pays. Avec un État qui a pris les décisions qui convenaient, avec des forces de police, de gendarmerie, qui ont fait la démonstration de leur efficacité, avec une armée qui a été prête à mettre dans un délai très rapide des hommes et des femmes pour protéger les Français sur l'ensemble du territoire. Une nation, c'est un Parlement, avec des forces politiques
qui ont été capables de se réunir sur l'essentiel dans un moment grave pour notre pays. Une unité nationale qui a été saluée ici et bien au-delà de nos frontières. Une nation, ce sont des forces économiques et sociales. Et vous les représentez ici, au titre des entreprises, petites, moyennes et grandes, de tous les secteurs, au titre des salariés, avec vos différentes organisations. Vous êtes les forces vives de la nation, celles qui produisent, créent, innovent, investissent, celles qui permettent que des emplois puissent être créés, emplois indispensables à l'équilibre de notre société. Vous êtes les forces vives qui permettaient le progrès, qu'il soit économique, social, environnemental. Vous produisez des richesses et vous faites en sorte, par le dialogue, la négociation, qu'elles soient équitablement réparties. Vous êtes des forces qui favorisent l'intégration par le travail, par la réussite et par l'espoir d'être pleinement, pour celles et ceux qui composent notre société, des citoyens. Une nation, c'est un peuple. Le peuple français a su répondre à l'agression dont il était la cible par une mobilisation républicaine sans précédent. Il a exprimé son attachement à des valeurs qui fondent notre pays. Il ne s'est pas laissé emporter par la peur. Il a refusé les amalgames. Il a rappelé la force et la place de la laïcité, de la fraternité, pour assurer notre vie ensemble. C'est cette même nation qui doit, après l'épreuve qu'elle a surmontée avec fierté, dignité, unité, c'est cette même nation qui doit se retrouver aujourd'hui pour donner à notre pays la force économique qui lui permettra à la fois de peser sur la scène mondiale et d'offrir un avenir à chacun de nos concitoyens. Je sais que vous avez cette responsabilité au cœur et je sais que vous veillerez, dans les décisions que vous aurez à prendre dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, à être vous aussi à la hauteur de ce qui s'est produit dans notre pays. Nous avons 4 ambitions, si je reviens à ce qu'est la vie économique de notre pays. La compétitivité, l'innovation, l'attractivité et la transition énergétique. Il y a un an, j'annonçais le pacte de responsabilité et de solidarité. Il y a eu des discussions, d'abord entre les forces sociales et économiques, ensuite au Parlement, dans le pays. Mais aujourd'hui, le pacte est une réalité. L'État y consacre 40 milliards à l'horizon de 2017. 40 milliards, c'est une somme considérable au regard de la situation de nos finances publiques. Nous aurions pu hésiter, nous aurions pu fléchir, nous avons tenu bon. C'est 2 points de la richesse nationale qui vont être ainsi transférés. 2015, ce sera la première année de versement du CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, à taux plein, c'est-à-dire 6%, un taux d'ailleurs plus élevé en Outre-mer. 2015, c'est aussi la première année où les cotisations sociales vont être allégées et qu'un dispositif zéro charge au niveau du SMIC sera créé. 2015, c'est aussi l'année où l'impôt sur le revenu destiné aux ménages de catégorie moyenne et modeste va être allégé. 9 millions de Français sont concernés. Quel est l'objectif? C'est l'emploi, avec comme levier la restauration des marges des entreprises, nécessaire pour relancer l'investissement, la hausse du pouvoir d'achat, afin de soutenir la consommation, et la négociation collective dans les branches pour favoriser les embauches. La priorité de 2015, y compris et surtout après ce que nous avons vécu, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens, mais c'est aussi et toujours l'emploi, parce que notre pays compte
plus de 3 400 000 chômeurs, parmi lesquels un jeune de moins de 25 ans sur 5 est dans cette situation. Le chômage, c'est une menace pour la cohésion de notre pays. Alors, il convient que chacun y prenne sa part. Un pacte suppose des contreparties. Celles-ci ont été inscrites dans le relevé de conclusion de mars 2014. Un mouvement est engagé. 11 branches représentant 4 millions de salariés ont abouti à un accord, mais ce rythme est encore trop lent. Beaucoup d'autres branches devront donc prendre le chemin et accélérer la marche. L'enjeu, c'est aussi et surtout la reprise de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas d'emploi, malgré toutes les mesures que nous pouvons déployer. Donc ce que nous avons à faire ensemble, dans un contexte que je vais décrire, c'est de porter la priorité de la croissance, et donc de l'investissement, et donc de l'innovation, et donc aussi du dialogue social. Quel est l'environnement que nous connaissons? Il a changé ces dernières semaines. Le prix du baril de pétrole a baissé de 60% en 6 mois. Est-ce que nous pourrions nous poser une question? Et si le prix du pétrole avait augmenté de 60% depuis 6 mois, que dirions-nous? Donc, il s'est produit ce qu'on appelle un contre-choc pétrolier. Les prix à la pompe ont diminué de 20 centimes par litre depuis cet été. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'ils avaient augmenté de 20 centimes par litre? Donc, il y a une amélioration du pouvoir d'achat des ménages et également des marges des entreprises, notamment celles qui utilisent beaucoup d'énergie pour fabriquer leurs produits ou qui sont des entreprises de transport qui ont là des baisses de coûts tout à fait significatives. Des incertitudes demeurent, et c'est bien légitime, sur le caractère durable de ce niveau de prix. Ce que nous pouvons dire, c'est que ces prix traduisent un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché pétrolier mondial qui ne disparaîtra pas rapidement. Il convient donc, que ce soit pour les entreprises ou pour les ménages, d'intégrer dans nos prévisions pour l'année que les prix du pétrole vont rester à un niveau plus faible qu'en 2014 et sans doute au niveau actuel. Deuxième paramètre, les taux d'intérêt. Ils ont atteint des niveaux historiquement bas. Non pas qu'il n'y ait pas d'incertitude, là aussi, sur les marchés, non pas qu'il y ait des doutes qui auraient disparu comme par enchantement, mais en tout cas, il y a une crédibilité de la signature de la France, puisqu'elle ne s'est jamais financée pour ses obligations souveraines à des taux aussi faibles. 0,7% à 10 ans, c'était le taux qui était demandé vendredi dernier. Ce qui a eu aussi une conséquence pour l'ensemble des crédits à l'économie. C'est en France d'ailleurs que les crédits à l'économie ont le plus progressé en 2014 par rapport aux autres pays européens. Mais est-ce à dire que toutes les entreprises peuvent accéder au crédit? Pas encore. Est-ce à dire que pour certaines entreprises, c'est plus difficile de trouver des capitaux? Oui, toujours. Et donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait non seulement plus de crédits, c'est le rôle des banques, à des taux toujours aussi faibles, mais qu'il y ait également plus d'accès aux capitaux pour les entreprises qui veulent financer leurs investissements. Quant à l'euro, de nombreux débats ont eu lieu en France sur son bon niveau. Mais faire un débat n'est pas prendre la décision. Mais je constate qu'aujourd'hui, le niveau de l'euro est revenu à son cours d'il y a 15 ans. Et que ça a des conséquences sur la compétitivité, d'ailleurs, de même ampleur que le pacte de responsabilité et de solidarité. Et ce que cette baisse de l'euro va produire, notamment pour des secteurs comme l'aéronautique, la chimie, l'agroalimentaire, ça va avoir des conséquences, si nous savons les suivre, en termes d'amélioration de notre balance commerciale et donc d'augmentation de notre production et également, si nous accompagnons ce processus,
en termes d'emploi. Tous ces facteurs me confirment que le gouvernement a eu raison de fixer une prévision de croissance de l'ordre de 1% pour l'année 2015. Et c'est ce que, d'ailleurs, un certain nombre d'organismes internationaux confirmeront. Mais nous devons aussi être lucides et ne pas tout attendre d'un environnement international dont nous connaissons les fluctuations. La situation économique de l'Europe demeure encore sujette à interrogation. L'inflation a atteint des niveaux tellement faibles qu'on pense même qu'on est en dessous. C'est-à-dire qu'on a des risques de déflation, ce qui a comme conséquence de provoquer des anticipations qui sont défavorables à l'activité. Chacun peut le comprendre. Si on pense que les prix vont encore baisser, pourquoi acheter aujourd'hui? Pourquoi investir? Alors reportons pour les mois qui viennent. Et c'est cette attitude-là, c'est cette anticipation-là qui peut être défavorable à la croissance. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, il y a des facteurs géopolitiques. Quand il y a des guerres, quand il y a un terrorisme, il peut aussi y avoir, de la part d'un certain nombre de pays ou d'investisseurs, la décision de ne pas acheter autant que par le passé, ou de voir un certain nombre de flux d'échanges être affectés. Je suis préoccupé par les conséquences de ce qui se passe en Ukraine, des sanctions qui ont été prononcées sur la Russie. Parce qu'on voit bien que c'est toute cette région-là qui est affectée. D'où l'intérêt que j'ai porté à la résolution de la crise ukrainienne, mais aussi au maintien du dialogue avec la Russie, également pour des raisons qui tiennent à notre agriculture, qui a été largement affectée par ces sanctions, elle aussi. Et donc nous devons faire en sorte que nous puissions régler les questions du continent. Et lorsque nous luttons contre le terrorisme, ou lorsque nous agissons pour la paix, nous agissons aussi pour l'économie. Parce qu'une façon de réduire les incertitudes, c'est de faire que la France puisse être utile à la paix. Troisième facteur, nous notons une moindre croissance de la part des pays émergents, pas de tous, mais de certains, notamment la Chine. Et ça a aussi des conséquences sur la demande qui est adressée à l'Europe ou qui peut l'être à notre pays. Le Premier ministre va bientôt se rendre en Chine. Très important que nous puissions montrer que nous sommes là, justement quand cette économie réfléchit à son avenir, notamment pour la transition énergétique. Et chaque fois qu'un membre du gouvernement, le Premier ministre, ou que j'ai à le faire comme chef de l'État, nous nous déplaçons dans les pays émergents, nous devons, avec vous, force économique, force sociale, apporter ce que la France peut donner comme contribution à ces pays, et comme modèle, et comme référence. Mais l'Europe, dans ce contexte, doit faire preuve de plus d'initiative. Il y a le plan Juncker, 315 milliards d'euros pour des investissements. Et c'est un pas très important, nous l'avons appelé. Nous n'allons pas aujourd'hui faire la moue. Nous avons donc à faire en sorte que son exécution puisse être traduite rapidement, que des investissements puissent être d'ores et déjà lancés, que des avances puissent être faites aux entreprises ou aux États qui pourraient se lancer dans ce type d'investissement. Il convient également que les contributions nationales puissent être ajoutées et que ces contributions nationales ne figurent plus dans le pacte de stabilité pour que nous ayons un effet de levier en termes d'investissement. La Commission a commencé de nous entendre sur cette question. De la même manière, les flexibilités qui sont prévues par le pacte de stabilité doivent être entièrement utilisées pour fixer le bon rythme de réduction des déficits publics, sans pour autant renoncer à maîtriser la dépense. Au contraire, nous aurons à faire des économies en 2015, en 2016, en 2017, sans toucher à l'essentiel de nos services publics, ce qui suppose, là encore, de faire preuve d'innovation. Enfin, la Banque centrale européenne va, jeudi, prendre la décision de racheter des dettes souveraines, ce qui va donner des liquidités importantes à l'économie européenne et, là aussi, peut créer un mouvement favorable à la croissance. Dans ce contexte, tout ne relève pas de l'Europe et n'attendons pas d'elle
ce qui ne peut pas être fait à son niveau, mais qui doit être engagé au nôtre. Nous devons donc en aucune façon réduire nos efforts pour moderniser notre économie, réformer nos modes de production, réorganiser aussi le travail dans notre pays. D'abord, nous devons faire en sorte que tout soit préservé pour l'insertion des chômeurs de longue durée et des jeunes. C'est une question très importante pour la cohésion nationale. Alors, les emplois aidés continueront à mobiliser notre attention malgré les difficultés budgétaires. 380 000 personnes les plus éloignées du marché du travail seront concernées en 2015. Le contrat de génération, qui a mis du temps pour se déployer, a déjà donné lieu à 2500 accords. Et d'ailleurs, beaucoup de ces accords peuvent se trouver dans les discussions de branche pour le pacte de responsabilité. Et beaucoup d'entreprises peuvent utiliser le contrat de génération à cette fin. Le système a été assoupli, notamment pour encourager l'embauche des seniors et pour que ce ne soit pas simplement du côté des jeunes, mais aussi du côté des seniors dans l'emploi ou hors de l'emploi, que nous puissions utiliser le mécanisme. Et que ce soit plus simple pour les PME, toujours plus simple. Parce que chaque fois que l'on peut faire simple, évitons de faire compliqué. C'est un grand principe de l'action publique, mais hélas, trop peu traduit dans la réalité. Il y a également les emplois d'avenir. 85 000 nouveaux jeunes ont été embauchés en 2014. 100 000 l'avaient été en 2013. Seront 65 000 à être embauchés en 2015. Ce mouvement doit continuer, car il concerne les jeunes qui sont les plus éloignés du marché du travail. On y ajoutera même un nouveau dispositif, les garanties jeunes, pour 50 000 en 2015. Ils seront 100 000 en 2017. Là, il s'agit de ces jeunes qui sont plus qu'éloignés du marché du travail, qui sont presque en séparation, en rupture. Et c'est vers ces jeunes que nous devons aller pour aller les chercher, les former, les qualifier, les remettre dans l'entreprise, leur fixer des règles. Et je crois que c'est encore plus important dans le moment que nous vivons. Et puis, il y a une valeur qui est sortie plus forte encore de ces derniers jours, l'engagement. L'engagement, ça vaut pour tous. Mais l'engagement, ça doit être aussi pour des jeunes de pouvoir être utile, servir les autres. Ça s'appelle le service civique. Notre objectif, c'est d'atteindre 100 000 volontaires le plus vite possible et 150 000 à l'horizon 2017, avec un principe simple, que tous les jeunes qui en feront la demande puissent bénéficier d'un service civique. Quand je dis bénéficier, je me trompe de mot. Faire bénéficier les autres de ce service civique. L'engagement, ça doit être une grande formule, non pas simplement de circonstances, mais pour que des jeunes, et même des moins jeunes, il faudra élargir, puissent être pleinement mobilisés pour l'intérêt général. L'année 2014 avait été marquée par une avancée sociale majeure, toujours dans cette perspective d'emploi, le compte personnel de formation. Depuis le 1er janvier 2015, la portabilité des droits à formation est effective. Il donne à tous les salariés un outil d'évaluation pour mesurer ses compétences professionnelles tout au long de sa vie. Et donc les possibilités de se requalifier, de se remettre sur le marché du travail lorsqu'il en a été écarté, et ces droits-là lui appartiennent au salarié. Et il pourra, ce salarié, avec les évolutions qui sont liées au changement d'emploi, pouvoir toujours les garder comme un capital, dès lors qu'il peut l'utiliser. En 2014, j'avais lancé l'opération formation prioritaire pour l'emploi, c'est-à-dire faire que les offres d'emploi non pourvues puissent l'être avec une formation qui pourrait être apportée à des demandeurs d'emploi. 80 000 demandeurs d'emploi ont été concernés en 2014. C'était un quasi-triplement par rapport à ce qui existait en 2013. Et je salue tous ceux qui ont permis cette mobilisation. Eh bien, il y en aura 100 000 de ces demandeurs d'emploi qui seront donc formés pour aller vers les offres d'emploi des entreprises qui ne sont pas pourvues. En 2015, il y aura également
une mobilisation nationale pour l'apprentissage. Ça avait été l'objet d'une concertation et unanimement, force économique, force sociale avaient considéré que l'apprentissage devait être une voie d'excellence pour beaucoup de jeunes. Les aides ont été doublées pour les TPE, puisque ça peut représenter maintenant 2 000 € par apprenti. Une simplification est intervenue pour l'accueil des apprentis dans l'entreprise et pour leur travail. Une campagne de communication nationale va être lancée, et elle a déjà eu quelques effets, et l'État, lui aussi, a été amené à montrer l'exemple. Il montrait le mauvais, à lui de montrer le bon, puisqu'il n'accueillait que 700 jeunes en apprentissage jusqu'à présent. Il y en aura 10 000, et les collectivités locales seront également associées à ce processus. Mais je suis devant vous, et je veux revenir sur le dialogue social, parce que c'est la méthode que j'ai choisie pour réformer notre pays. Il peut y en avoir d'autres. Il peut être décidé de légiférer en toutes circonstances, sans concertation. Il y en a même qui proposent qu'il puisse être réformé par ordonnance. Autrefois, c'était par décret que ça pouvait s'imaginer. Moi, j'ai considéré que le dialogue social était la bonne méthode et que ce n'était pas une perte de temps. C'était même le respect que l'on devait à l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale, dès lors qu'ils prenaient leurs responsabilités. Le dialogue social, ce n'est pas un accord général sur tous les sujets. Le dialogue social respecte la volonté de ceux qui signent comme la position de ceux qui ne signent pas. Le dialogue social, ce n'est pas non plus pour les partenaires sociaux de pouvoir décider sans le Parlement, puisqu'il est à chaque fois saisi pour validation dès lors que les mesures qui sont concernées entrent dans le champ législatif. Cette méthode, elle a fonctionné, elle a marché. Plusieurs accords interprofessionnels ont été conclus, avec des signataires parfois différents, j'en conviens. Contrat de génération, sécurisation de l'emploi, formation professionnelle, qualité de vie au travail, égalité professionnelle dans la fonction publique entre les hommes et les femmes, et également un accord sur les retraites complémentaires. Retraites complémentaires qui vont être de nouveau dans les mains des partenaires sociaux, comme il va y avoir de nouveau une négociation sur la convention assurance chômage, même s'il y a eu un accord au printemps dernier. Nous savons bien qu'il conviendra d'y revenir à l'horizon 2016. Voilà ce qu'ont été capables de faire les partenaires sociaux. Le gouvernement a tenu aussi à les consulter de manière approfondie sur la réforme des retraites. Et c'est ainsi qu'a été dégagé le dossier de la pénibilité. Aujourd'hui, les choses sont claires. Les droits sont ouverts dès le 1er janvier pour les salariés. Dès le 1er janvier de cette année, avec une mise en œuvre simple pour les entreprises, et en particulier pour les plus petites. En 2015, pour 4 critères, et en 2016 pour les autres. Ce doit être simple, parce que si ce n'est pas simple, ça ne se mettra pas en œuvre, tout simplement. Les droits sont ouverts et les mécanismes seront, autant qu'il sera possible, simplifiés. Je suis néanmoins conscient que les formes du dialogue social doivent évoluer. D'abord, la conférence sociale elle-même, qui était l'idée que nous avions lancée au lendemain de l'élection présidentielle de 2012. Plutôt qu'une grande réunion, une fois par an, qui définit une feuille de route générale, mieux vaudrait fixer plusieurs rendez-vous sur des thèmes précis, avec des préparations plus longues, des échanges plus directs et des décisions plus rapides. J'en fais ici la proposition. Le dialogue, c'est aussi de faire que notre démocratie sociale puisse être à la hauteur des attentes qui sont portées sur elle. Dans ces circonstances où la démocratie politique a montré un sens élevé de ses devoirs et de son unité, la démocratie sociale, c'est un élément majeur de notre cohésion nationale. Tout l'enjeu de la négociation en cours sur la modernisation du dialogue social. Elle repose forcément sur un équilibre, une organisation plus claire, plus simple dans l'entreprise, avec une instance représentative principale
et de plus grande souplesse pour la négociation. Et pour les salariés, une meilleure représentation dans les petites et moyennes entreprises et des perspectives professionnelles bien mieux garanties pour les salariés engagés dans les mandats. Le sujet est difficile. Il touche à des traditions, des représentations, et il est néanmoins majeur. C'est légitime que les discussions soient ardues et longues, plus longues que prévu. Vous avez un rendez-vous jeudi. Je pense que c'est le dernier. Un échec aurait des conséquences qui iraient bien au-delà de cette seule réforme. Parce que comment poursuivre le dialogue social si, sur son organisation même, il ne serait pas possible d'aboutir à un accord? Et ne comptons pas sur le législateur pour traduire les vœux des uns et des autres, alors que les partenaires sociaux n'auraient pas réussi à conclure. Ne demandons pas à la démocratie politique de régler ce que la démocratie sociale ne serait pas capable de faire elle-même. En revanche, un accord, s'il intervenait, ce qui est votre rôle, un accord, s'il se concluait, y compris dans ces circonstances, ce serait un bel exemple, non pas d'unanimité, car le dialogue social n'est pas la confusion des intérêts, mais un exemple de compromis pour moderniser le pays, pour moderniser le dialogue, pour moderniser la négociation, pour moderniser les entreprises aussi. La modernisation n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale, je devrais dire, elle est même culturelle, politique. C'est ce que nous avons à faire ensemble. Alors la modernisation de notre économie, elle est aussi notre priorité. Il s'agit de la rendre à la fois plus performante, plus agile, plus créatrice d'emplois, qu'il y ait plus d'opportunités qui puissent être saisies, notamment avec cette révolution industrielle qui est à l'œuvre sous nos yeux, avec le numérique. Et c'est le sens aussi de la loi croissance-activité. Je l'ai dit, cette loi, qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale, c'est une loi de progrès. Parce que chaque fois que l'on pourra organiser différemment un certain nombre de secteurs, ouvrir des professions, permettre la concurrence, introduire des possibilités pour des jeunes de créer leurs propres activités, favoriser l'épargne salariale, favoriser la prise de responsabilité, oui, c'est une loi de progrès. C'est une loi qui permet aux jeunes de retrouver confiance dans leur avenir. J'ai indiqué l'épargne salariale parce qu'elle est venue dans la discussion au Parlement. Parce qu'une façon d'assurer que les salariés et les employeurs bénéficient ensemble, je dis bien ensemble, de la réussite, c'est aussi la participation et l'intéressement. Le forfait social sera donc modulé à la baisse au service des objectifs de créer plus d'épargne salariale et de l'investir davantage dans les entreprises. Le deuxième objectif pour la modernisation de notre économie, c'est l'attractivité. Je salue ici la présence dans cette salle de dirigeants de 80 filiales de groupes étrangers installés en France. Ils sont ici pour la première fois et je veux leur dire notre confiance, mais aussi saluer la confiance qu'ils accordent à notre économie. Je sais qu'il y a toujours des débats lorsqu'un investissement étranger se fait en France. Est-ce que ce n'est pas une perte d'indépendance? Et pourtant, beaucoup d'entreprises françaises investissent à l'étranger. Et chaque fois qu'elles le font, c'est un succès que nous saluons, parce que nous savons qu'il va y avoir un courant d'échange. Chaque fois que l'on peut avoir des capitaux qui puissent venir en France, créer de l'activité, créer de l'emploi, non pas délocaliser des activités, mais au contraire en créer de nouvelles, c'est un atout pour notre pays. Et d'ailleurs, dans la compétition mondiale, chaque grande nation tente d'accueillir des investissements étrangers. Comme d'ailleurs, chaque grande nation doit être, dans la mondialisation, capable d'aller s'installer dans les pays émergents pour créer un flux d'activités au bénéfice de l'emploi dans notre pays. Et on sait qu'il y a des relations directes entre un investissement étranger et une création d'emplois dans notre pays. De la même manière qu'il y a un rapport direct entre un investissement français qui se fait à l'étranger et une création d'emplois
dès lors que ce n'est pas fondé sur une délocalisation simplement pour des coûts de travail plus faibles. Alors nous devons aussi changer nos méthodes et notre organisation. L'État l'a fait avec une nouvelle agence, Business France, qui est créée par la fusion de deux organismes que vous connaissez bien, l'AFI et Unifrance. Et ça nous donnera plus de capacités pour intervenir, pour accompagner, pour créer de l'emploi. Le régime fiscal de ce qu'on appelle les impatriés a été amélioré pour qu'il y ait de nouveaux talents qui viennent en France, sans qu'il y ait besoin que des talents français partent à l'étranger, même si ça fait aussi partie de la loi du monde. Des engagements précis ont été pris pour assurer la sécurité des investissements en France, en proscrivant la rétroactivité fiscale, c'est-à-dire en donnant de la clarté, sans remettre en cause nos règles et nos systèmes de prélèvement. Voilà ce que nous avons fait pour que notre économie soit attractive et qu'elle puisse créer davantage d'emplois. Mais il y a une règle simple que nous partageons tous au-delà de nos différences. Une économie n'est attractive que si elle est innovante, que si elle est meilleure en termes de savoir-faire, en termes de technologie, en termes d'invention, en termes aussi de formation de ses salariés. L'innovation, c'est la clé de tout. Ici sont présentes également 86 entreprises qui ont figuré cette année dans le classement des 500 start-up en plus forte croissance au monde. Je dis bien au monde. Pour la 3e année consécutive, c'est une entreprise française qui est en tête de ce classement international. Oui, parce qu'il y a une fierté aussi à avoir dans la réussite de nos entreprises. Il y a une fierté que nous avons ressentie tous sur les valeurs de la République. Il y a une fierté à être le pays de la liberté, même si ça a des conséquences graves, même si ce n'est pas toujours compris. C'est une fierté que de pouvoir avoir les plus grands talents sur le plan culturel, d'avoir les équipements qui correspondent à une ambition, la nôtre, d'être un pays de rayonnement international. C'est une fierté d'avoir une langue française qui est parlée par près de 300 millions de personnes dans le monde. C'est une fierté d'avoir une politique internationale qui soit respectée, d'avoir une armée qui nous assure aussi notre sécurité. C'est une fierté d'avoir des fonctionnaires qui assurent les services publics les plus essentiels. C'est une fierté d'avoir des entreprises qui réussissent, des entreprises qui exportent, qui innovent et qui sont reconnues au plan international. La France, elle est créative. Depuis 2 ans, la nouvelle France industrielle, celle qui apparaît à travers les projets que nous avons mis en place, les 34 projets, c'est ce qui permet d'anticiper sur ce que sera l'industrie de demain. Il y a le projet Usine du futur. Je sais qu'il tient à cœur de beaucoup d'entre vous, qui rassemble les fédérations de la mécanique, de l'électronique, de la robotique, du numérique, qui rassemble des entreprises de toute taille, PME comme ETI, et qui va permettre à l'industrie française de faire son tournant du numérique. En 2015, il y aura des projets phares qui vont de nouveau être présentés. Le véhicule autonome, ce sera la première expérimentation sur route au 1er septembre prochain. L'avion électrique, il volera au-dessus de la Manche au printemps. Les objets connectés, ils vont être mis en place dès cette année. Nous avons aussi lancé un grand concours. C'était en 2013 avec la commission Lauvergeon pour l'innovation. Il y a déjà plus de 200 projets qui ont été retenus. Il y aura une 2e vague qui va être lancée au mois de mars. En juin, je réunirai les nouvelles assises de l'entrepreneuriat qui seront consacrées à la création, à l'innovation et au financement. Parallèlement, des mesures de simplification ont été prises, 250, et ce n'est pas encore assez. Parce que chaque jour, j'ai des témoignages de la complexité pour beaucoup d'entreprises. Non pas par rapport au droit social, non pas par rapport au droit environnemental, mais simplement aussi par rapport à ce que demande l'administration. Donc, nous avons décidé d'aller loin, aussi loin que possible. La mission Poitrinal Grand Guillaume est en place. Un secrétaire d'État a été dédié à cette responsabilité et il y aura encore, dans les jours qui viennent, plusieurs mesures qui seront prises. Dans la loi Macron, il y en a aussi qui vont permettre d'être appliquées dès à présent. Le numérique, c'est aussi une condition de cette modernisation. Le numérique va bouleverser toute notre société dans les années qui viennent. Le rapport au travail,
les modes de consommation, c'est déjà fait, les modifications profondes aussi dans la consommation, dans la production, dans l'environnement, tout ça est à l'œuvre. Il y a aussi la protection des libertés qui doit être assurée, protection des données personnelles, même si nous avons aussi à faire en sorte que la sécurité soit assurée. C'est toujours le partage, que les données personnelles puissent être protégées et qu'en même temps que nous puissions être tous protégés. Donc le numérique va être aussi la priorité de l'Europe, parce que quand même, en Europe, c'est 28 pays, 28 autorités de régulation. Quant aux États-Unis, il n'y en a qu'une. Ça facilite les choses. 28 autorités de régulation, ça empêche d'avoir un grand marché. Et ça permet d'ailleurs à d'autres, à des opérateurs venant notamment des États-Unis, pas seulement des États-Unis, d'être présents sur notre économie en tirant tous les profits et sans en payer, en termes d'impôts, la contribution. La grande affaire du monde pour l'année qui va s'achever en 2015, en décembre, ce sera la conférence sur le climat. Notre pays doit montrer l'exemple. Il doit faire émerger une économie plus sobre, plus propre, moins dépendante du carbone et des énergies fossiles. Je vous le dis franchement, c'est une opportunité pour nos entreprises, pour nos ingénieurs, pour nos inventeurs, parce que nous sommes meilleurs dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, notamment les technologies de l'environnement, mais également les transports, la construction, l'agriculture, la filière bois. Nous sommes meilleurs que beaucoup de pays qui pensent être en pointe sur ces questions. Et donc nous devons, par rapport à l'enjeu même, faire que nos objectifs puissent être atteints lors de la conférence sur le climat, préparer l'économie de demain. La loi sur la transition énergétique va donner des moyens nouveaux, va permettre que des filières puissent s'organiser, notamment dans le renouvelable. Nous allons garder aussi, sur le plan du nucléaire, une perspective qui permet de moderniser nos centrales et de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité. Nous allons aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir, j'ai évoqué la filière bois, mais il y en a bien d'autres, que nous puissions avoir des technologies qui soient parmi les meilleures du monde. L'agriculture française va être, par la transition énergétique, soutenue davantage, notamment sur le plan européen. Voilà les grands enjeux qui vont mobiliser les forces vives de la nation et l'ensemble des pouvoirs publics. Mesdames et messieurs, vous représentez la diversité de nos forces économiques et de notre représentation sociale. Vous êtes des travailleurs, des patrons, des Français, il y a ici des étrangers aussi, il y a des PME, il y a des entreprises de taille intermédiaire, la chance de la France, et il y a des multinationales, des grands groupes, qui sont aussi des leaders dans le monde. Vous êtes toute la diversité de notre économie, et l'économie marchande, l'économie également solidaire, l'économie sociale, qui occupe 10% de nos emplois dans notre pays. Il y a ici de l'agriculture au transport, des services à l'industrie, tout ce qui fait la richesse, la diversité de notre économie. Mais un pays n'avance que s'il est rassemblé, que s'il est capable de conjuguer ces différences plutôt que d'en faire des sujets de division. C'est vrai sur le plan économique, c'est vrai sur le plan politique, mais les économies qui stagnent, les économies qui déclinent, ce sont en fait les économies où il n'y a plus de projet collectif, où il n'y a plus d'ambition nationale, où il n'y a plus d'idéal partagé. C'est un risque pour une économie. Il se trouve que l'économie française est une économie qui va connaître aussi une stimulation par la démographie française. C'est pour ça que je suis attaché aussi à la politique familiale. À l'horizon 2050, la France va être le pays le plus peuplé d'Europe, plus peuplé que l'Allemagne. Nous avons une démographie qui nous fait, si je puis dire, contrainte aujourd'hui, où il faut créer des emplois alors que la population active augmente, mais c'est une chance. L'économie française va être stimulée par tout ce qui fait la force d'une jeunesse, la vitalité d'une population. À nous d'être au rendez-vous.
Alors, ce qui vient de se produire dans notre pays nous crée une obligation de nous élever, de nous dépasser, de nous mettre chacune, chacun à notre meilleur niveau. Je l'ai dit, notre fierté, ça a été de défendre les valeurs de la République. Mais notre fierté, ça doit être aussi d'avoir une économie solide et forte, et de belles, de grandes entreprises, comme de petites. Le Premier ministre aura aussi, avec le gouvernement, mercredi prochain, sous mon autorité, à prendre des décisions pour la sécurité de notre pays. Moi-même, je réunirai un conseil de défense pour que nous puissions faire en sorte que notre armée puisse répondre aux menaces qui existent. Nous aurons également, sur l'éducation, à faire en sorte que nos enseignants puissent être accompagnés, soutenus par rapport aux défis qu'ils rencontrent, aux tâches que l'on leur demande de faire et d'accomplir, alors que ce n'est pas toujours le rôle de l'école que d'éduquer, si, mais de donner des références aux enfants, c'est le rôle aussi des familles. Donc nous allons prendre des décisions. Mais ce que nous devons aussi faire, toujours faire, c'est de permettre à notre économie d'être plus dynamique, qu'il y ait plus de croissance, plus d'emplois, que nous puissions lutter contre le chômage et favoriser l'intégration de tous. Et ce défi-là, c'est une responsabilité collective. Il y a ce qui relève de l'État, du gouvernement ici rassemblé, et puis il y a ce qui appartient aux partenaires sociaux. Il y a des intérêts différents dans cette salle, forcément. Il y a des sensibilités aussi différentes. Mais il y a une cause qui nous rassemble tous. C'est la cohésion de notre pays. Alors c'était une cérémonie de vœux. Elle prend un caractère forcément différent aujourd'hui. Mais le seul vœu que je veux formuler aujourd'hui, c'est que nous puissions nous rassembler, prendre des décisions, être à la hauteur de nos responsabilités pour donner une force à notre pays et un sens à ce que nous faisons pour que nos concitoyens puissent se sentir réunis dans une seule nation, une seule France, un seul peuple qui doit être conscient que notre économie est aujourd'hui aussi une condition de sa cohésion. Merci. Vous avez donc suivi en direct sur les chaînes parlementaires les vœux de François Hollande aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. Nous allons revenir sur ce discours de François Hollande avec Jean-Louis Gombaud, notre spécialiste économique, et Michaël Zamès, notre spécialiste politique. Alors Michaël, un discours de plus de 45 minutes que François Hollande a commencé et terminé en évoquant ce qui s'était passé en France ces derniers jours. C'était le fil conducteur de tout son discours à François Hollande. On a eu, c'est vrai, beaucoup de choses. Tout ce qui a été fait sur l'économie de 2014 à 2015, on a entendu beaucoup de chiffres. Comme d'habitude, il est parti dans les détails de chaque mesure pour expliquer, mais tout au long de son discours, on a entendu ces mots: unité, valeur, fierté, fierté d'être français, fierté de ce que vous représentez, la liberté. Ne peut savoir aussi qu'en fonction de la croissance, la liberté, la sécurité, le rassemblement, il a encore dit à la fin de son discours, une nation, un pays, une force. En fait, il a pris à témoin les acteurs de l'entreprise en leur disant aujourd'hui, vous êtes face à vos responsabilités, vous avez des accords à trouver, vous avez des choses à faire pour que ce pays soit ensemble une force, une valeur. Et puis, il y a aussi le travail qui est fait par les politiques. Mais sans ces deux travaux, que ce soit du politique et des facteurs économiques, la France ne pourra pas être unie. Finalement, ce qu'il a voulu faire, c'était surfer quelque part sur cet esprit du 11 janvier qu'il voulait absolument préserver. Expliquer aussi que sans cet esprit-là, on ne pourrait pas trouver les chemins de la croissance. Il a voulu un petit peu se grandir aussi, François Hollande, car il l'a dit lui-même, on doit s'élever, se dépasser la fonction. Et puis, quelque part aussi, il a voulu donner confiance, espoir. Au lendemain de tout ce qui s'est passé en France, il a essayé de redonner un petit peu d'espoir et de confiance et de dynamisme à l'économie et au pays. Et Jean-Louis, il a voulu impliquer ces acteurs de l'entreprise et de l'emploi. François Hollande, il leur a dit, vous êtes au cœur de la nation, et il les a appelés à être à la hauteur de la réaction des Français après les attentats, à la hauteur de l'unité nationale. Alors, en prenant d'ailleurs un exemple, disons une partie très simple, c'est le dialogue social. C'est-à-dire que véritablement, en plus de tout ce qu'a dit Michaël, je crois que le dialogue social était le fil conducteur de tout son propos.
dialogue social lié aux questions d'unité, en disant bien, écoutez, jeudi prochain, vous vous réunissez pour, disons, mettre en place, disons, les nouvelles structures, la nouvelle architecture du dialogue social en France. Vous ne pouvez pas échouer. Il faut absolument, vous savez que... Un échec serait lourd de conséquences. L'échec, il est déjà patent, puisque ça devait être conclu à la fin de la semaine dernière. Visiblement, ça ne l'est pas, et il les a poussés. Dans ce qu'a dit le président, je vois plusieurs choses. D'abord, il y a un aspect que je qualifierais court et moyen terme, ce qu'on appelle la conjoncture. Vous avez tout en main pour faire de la croissance et pour faire de l'emploi. Regardez la conjoncture internationale. Certes, il y a un certain nombre de difficultés. Par exemple, il a dit les pays émergents, il a cité notamment la Chine, ralentissent. Certes, nous avons des problèmes du côté de l'Est de l'Europe, et ce qui nous pose de sacrés problèmes en matière agricole et autres. Mais si vous prenez l'ensemble des choses, l'euro, le pétrole, les taux d'intérêt, vous avez là de quoi avoir confiance. Ne soyez pas timorés. N'ayez pas peur de la conjoncture qui vient. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous pensez que tout va se dégrader devant vous, eh bien, effectivement, la conjoncture devient frileuse. Vous savez que les économistes disent souvent, il suffit que les chefs d'entreprise sortent avec un parapluie pour qu'ils se mettent à pleuvoir. Et effectivement, s'il y a des anticipations négatives, ça se déroule dans la conjoncture. Donc là, il s'est voulu, dans un premier temps, rassurant. Puis après, il y a une deuxième partie du propos du président sur des vœux à plus long terme. C'est-à-dire situer la France dans un processus plus long, c'est-à-dire de modernisation, innovation, attractivité, etc., etc., en prenant à chaque fois un certain nombre d'exemples. Donc, la conclusion de tout ça, c'est malgré les vicissitudes, malgré le drame, vous pouvez avoir confiance dans l'avenir. Maintenant, il faut se mettre au travail. Nous mettons en place tout un dispositif, le pacte de stabilité qui arrive qui est arrivé le 1er janvier, l'histoire de la formation qui arrive le 1er janvier. Tout est en place. On retrouve un petit peu d'une manière un peu différente ce qu'il disait sur la boîte à outils. Exactement. Donc, en fait, compte, j'ai mis d'autres choses encore dans ma boîte à outils. On a tout maintenant pour réussir. Reste à le démontrer. Michael, le message aussi qu'a voulu faire passer François Hollande, c'est qu'en 2015, la priorité serait certes la sécurité, mais ce serait encore et toujours l'emploi. L'emploi, évidemment, la croissance, l'emploi, tout est mis en place pour qu'aujourd'hui, l'emploi soit au rendez-vous. On a mis plusieurs choses en place, les propositions qui ont été formulées depuis 2014 jusqu'à 2015, jusqu'au CICE qui rentre en place en vigueur aujourd'hui. Tout ça, c'est fait pour l'emploi, la croissance, car sans la croissance, sans l'emploi, effectivement, le pays est en danger. Le pays est en danger parce qu'il fait appel à une porte ouverte à tous les déclinistes, à tous ceux qui disent que la France n'est plus la France et que forcément, ça agite les peurs. Donc, s'il y a de l'emploi, il y a moins de peur, plus de sécurité. Voilà ce qu'a essayé d'expliquer le François Hollande. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça puisse arriver et être mis en place. C'est ça aussi qu'il faudra voir dans les prochains mois. Si jamais on n'a pas les résultats économiques escomptés, forcément, les déclinistes vont reprendre le pouvoir. Jean-Louis, vous parliez du pacte de responsabilité. François Hollande l'a bien sûr évoqué. Il a appelé à accélérer la marche, mais il a aussi rappelé qu'un pacte suppose des contreparties. Alors oui, il a donné d'ailleurs un chiffre sur ces contreparties. On en parlait juste avant l'émission. Il a dit qu'il y a 11 branches maintenant qui ont signé pour avoir des contreparties. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est archi minoritaire vu le nombre de branches qui existent en France. Donc il a appelé à ces contreparties, mais je pense qu'il n'a pas trop insisté là-dessus. Nous allons baisser les charges des entreprises de l'ordre de 40 milliards. Le CICE a déjà commencé dans l'année 2014. Nous poursuivrons avec le pacte en 2015. Ça va s'accentuer. Voilà. Pour poursuivre un peu ce que disait Michael, en fin de compte, on parle de l'esprit du 11 janvier. Le président a dit en Corrèze, je crois que c'était hier ou avant-hier. C'était samedi. Il a dit « plus rien ne sera comme avant ». C'est-à-dire, prenez conscience de ça. C'est-à-dire que quelle est votre responsabilité par rapport à cette affaire du 11 janvier, au fait que plus rien ne sera comme avant? Quelle est votre part? Comment vous pouvez prendre votre part dans cette histoire? Eh bien, c'est justement en donnant un dynamisme à l'économie qui est quand même un aspect du problème qui nous est posé. Et donc, j'ai mis en place, il a répété tout ce qu'il avait été mis en place, comme l'a dit tout à l'heure Michael, et je vais renforcer sur les emplois d'avenir, le contrat de génération. Il a donné quelques chiffres qui montrent qu'il va amplifier cette affaire. Vous avez tout en main pour participer de votre côté à ce que j'ai appelé l'esprit du 11 janvier.
Jean-Louis, le président a également parlé de l'Union européenne. Il a appelé l'Union européenne à plus d'initiatives et il a aussi évoqué ce que va faire la BCE jeudi, qui va injecter des liquidités dans la zone euro. C'est une première, hein, Jean-Louis. Expliquez-nous en quoi ça consiste et est-ce que c'est la bonne solution? Alors, il a appelé, évidemment, le plus important, ce que vous dites sur la BCE, il a cité la question européenne à deux niveaux. Le plan Juncker d'investissement, 350 milliards d'euros, qui pour l'instant est dans les cartons. Enfin, et par contre, ce qui va être très important pour jeudi prochain, c'est cette initiative nouvelle qui est dans les textes contraires quand même au traité européen, où la BCE devrait s'engager. Il avait l'air très affirmatif. Pour l'instant, c'est une information qui court, mais en fait, la décision n'est pas formellement prise, même si M. Draghi l'a laissé entendre. La Banque centrale européenne va désormais pouvoir acheter en direct, directement, elle peut le faire d'ores et déjà, indirectement par l'intermédiaire des banques commerciales. Mais elle va acheter en direct des obligations souveraines, il a dit. Nous appelons ça, dans le langage public, des obligations publiques, des obligations d'État. C'est-à-dire que un État qui a du mal à se financer, eh bien, la BCE va pouvoir lui acheter des obligations. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que dans les traités, il est interdit à la Banque centrale européenne de procéder à de tels achats. Et effectivement, ces achats de dette publique, ça va donner de la liquidité supplémentaire en quantité d'ailleurs importante, on n'en connaît pas les chiffres, qui devrait normalement pouvoir se réinjecter dans l'économie européenne. Donc, il annonce quelque chose d'extrêmement important qui se passera jeudi, qui est extrêmement important sur le plan institutionnel, sur le plan politique et sur le plan économique, qui devrait être favorable à la croissance. Michael, d'un mot, hein, très rapidement, il nous reste 30 secondes. François Hollande a également parlé du service civique et a annoncé un objectif de 100 000 volontaires en 2015. Oui, on parle beaucoup du service militaire. Hein. La droite voudrait revoir le service militaire. Visiblement, service civique avec 100 000 personnes, 100 000 volontaires pour 2015, 150 000 d'ici 2017. Encore un petit point, il n'a pas parlé de la loi Macron. C'est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale en commission. Silence radio. Il a laissé la parole à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en débat chez les parlementaires. Il a mais effectivement, il ne sait pas. La loi Macron, hein, qui sera examinée à l'Assemblée à partir de lundi prochain, lundi 26 janvier. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour suivre ce discours de François Hollande. Demain, à 9h30, nous suivrons les vœux de François Hollande aux parlementaires et aux corps constitués. Merci à tous et très bonne journée sur les chaînes parlementaires.